Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. C'est un genre qui a révolutionné la télévision. Depuis 15 ans, la télé-réalité a débarqué sur nos écrans. Et ce soir, à 20h55, W9 va s'intéresser à cette incroyable histoire de la télé-réalité. Ce sera le deuxième volet de cette série documentaire qui reviendra notamment ce soir sur la Star Academy ou sur la ferme célébrité. Alors, dans un instant, on sera en ligne avec une personnalité qui a marqué la Starac et qu'on va voir dans le documentaire ce soir, Jean-Pascal Lacoste. Et j'accueille tout de suite dans ce studio la première productrice du Loft, de la Starac également, Alexia Laroche-Joubert. Bonjour Alexia. Bonjour. Vous êtes fière d'avoir importé la télé-réalité en France ? Alors je pense que j'ai pas, quand je l'ai fait, j'ai pas réagi comme ça. En fin de compte, j'ai réagi parce que je suis tombée amoureuse du genre, que je trouvais que c'était une nouvelle écriture et que je me suis toujours moi installée en tant que productrice dans les nouvelles écritures et que c'était très révolutionnaire. Donc rétrospectivement, j'ai surtout l'impression que c'était une émission maintenant des années 2000. Oui. On a l'impression que c'était il y a un siècle. Oui, on a l'impression que c'était il y a longtemps, que la télé-réalité a beaucoup évolué et je fais partie des gens qui l'ont fait évoluer. Mais c'est vrai que ça a été surtout une expérience de vie professionnelle parce que j'étais assez jeune, qui a été incroyable pour moi et probablement incroyable pour les téléspectateurs. Mais comme je le dis souvent, on était nous-mêmes enfermés dans une forme de loft à côté parce que je dormais sur place, moi. Donc c'était tellement, le rythme de production était incroyable, tellement il se passait des choses à l'extérieur qui au final qu'on ne comprenait pas. On était auto-centrés sur notre production. Sur votre programme. Qu'est-ce que ça a changé la télé-réalité ? Il y a un avant et un après Love Story, c'est évident. Je pense qu'il y a plein de choses. Il y a la perception du public par rapport aux émissions qui a changé parce qu'évidemment on est rentré dans l'intime encore plus fortement que le faisaient précédemment des émissions comme Striptease ou comme les émissions de la rue, que d'un seul coup il y a une forme d'appropriation réelle de la télévision. Donc c'est-à-dire que les gens devenaient acteurs et rentraient dans le poste, ce qui était assez nouveau. Donc je pense que d'une certaine façon à la fois ça a démystifié peut-être un peu la télévision et à la fois ça l'a rendu plus accessible. Et puis après ça a changé, nous, en tant que producteurs, la manière dont on raconte les histoires. Je pense que ça a influencé, alors je pousse à l'extrême, mais même le documentaire, c'est cette manière de narrer une histoire, de la raconter, d'écriture, de ce qu'on appelle, nous, le storytelling dans notre jargon. Et ça a beaucoup évolué grâce à cette première expérience. Alors ce soir sur W9, le documentaire reviendra évidemment sur la Star Academy. Vous vous souvenez comment elle a vu le jour, cette émission sur TF1 ? Parce qu'à l'époque, TF1 ne voulait pas de télé-réalité. C'est une longue histoire que maintenant, enfin, quand il y a une sorte de prescription, donc on peut la raconter. Normalement, en effet, il ne devait pas, même globalement, avoir de télé-réalité sur les chaînes de télévision françaises, en tout cas pas Big Brother. Oui, parce qu'il y avait un pacte entre TF1 et M6. Alors, pour expliquer un peu aux téléspectateurs, en gros, un monsieur qui s'appelle Nicolas Taverneau, qui est toujours patron d'M6, et Patrick Lelay s'était tapé dans la main en disant il n'y aura jamais Big Brother qui avait démarré en Hollande, en France. Il s'avère qu'à ce moment-là, TF1 rompt d'une certaine façon le pacte en faisant Koh-Lanta. Et à ce moment-là, Nicolas dit j'ai promis de ne pas faire Big Brother, mais j'ai pas dit que je ne ferais pas Big Sister. Et donc il lance le Loft. Et c'est comme ça que démarre toute cette histoire, un rebondissement. Et pour revenir à votre question sur la Star Academy, en fait, quand ça démarre, parce qu'on vient de produire le Loft avec un succès incroyable, TF1 nous appelle, il nous dit voilà, j'aimerais un autre programme de télé-réalité. Et moi, j'avais vu en Hollande un petit programme qui s'appelait Star Maker, qui racontait l'histoire de jeunes qui chantaient. Et je dis à Stéphane Courby, le patron d'Endemol à l'époque, je pense que ça serait une bonne idée. Et on décide de faire la Starac qui, on l'a oublié, a été un échec pour les 3 premières semaines. Oui, ça a eu du mal à démarrer. Ça a été très compliqué parce qu'en fait, quand on a fait une erreur de débutant, c'est-à-dire comme on sortait du Loft avec ce mouvement d'enfermement, de choses comme ça, on a un peu trop reproduit le Loft. Et, oui, à la place d'un Loft, c'était un château, quoi. Ouais, c'était un château. Et en fait, quand on a oublié ce pourquoi on avait fait ce programme, c'est-à-dire la chanson. Et on a eu une forme de fulgurance un jour suite aux échecs. Et on s'est dit, en fait, quand on est ridicule, ce qu'on fait, c'est une école de chant et de danse. Et c'est à ce moment-là où on a réorienté le programme et surtout on a fait intervenir les célébrités qui ont partagé ce moment incroyable de télévision en prime avec les élèves. Avec les plus grandes célébrités du monde, on se souvient de Madonna, de Mariah Carey, tout le monde est venu. D'émissions comme ça. Il faut se le dire parce que moi, alors si j'ai un regret, c'est un regret de producteur, c'est-à-dire que les moyens qui étaient mis en place, le fait qu'on avait des célébrités du monde entier qui venaient, enfin l'émission a été connue aux États-Unis comme elle l'est en France. C'était incroyable et ça, il n'y aura plus jamais de programme comme ça parce que malheureusement, les chaînes n'ont plus les moyens d'investir à ce point-là dans les programmes. Et quand on se dit qu'on avait à la fois Beyoncé, Mariah Carey, qu'on avait Stevie Wonder, Madonna, Elton John, Ray Charles, enfin voilà, malheureusement on n'aura plus ça. Alors on est tout de suite en ligne avec Jean-Pascal Lacoste, ancien candidat de la première Star Academy. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Alexia. Ça va mon chouchou? C'est beau à Biarritz? Ça va et toi? Ouais, Écoute, je l'adore. Je vais vous dire un peu. Je suis au golf.
Et 35 degrés. Ah, Non mais bah c'est vrai voilà. en plus. Les retrouvailles Voilà, donc donc je suis en entre Jean-Pascal et Alexia Laroche-Joubert. Première Starac, je le disais, Jean-Pascal, on est donc en 2001. Vous connaissiez la télé-réalité avant de vous lancer dans cette aventure. Vous saviez à quoi vous attendre ou pas du tout? Ah ben non, pas du tout, parce que je savais même pas où je mettais les pieds. Tu rigoles. T'es Sauvage, comme... donc, C'est pas vrai. T'es le seul garçon qui m'a dit à l'antenne la pâte à tartiner. Donc t'avais parfaitement compris qu'il fallait pas dire C'est la assez, marque. il ne fallait pas donner les marques. Et tu le savais La parfaitement. différence, c'est qu'on me disait, j'écoutais ce qu'on me disait. On me dit attention, il faut pas dire de marque. D'accord. Uh-huh. Mais après, je ne savais pas trop. Voilà, je me suis lancé là-dedans par pur hasard et par casting sauvage. Donc j'ai découvert ça en même temps que les téléspectateurs, tout simplement. Et c'était vraiment génial, quoi. Oui, ça reste un souvenir impérissable pour vous. Ah, mais fabuleux. Fabuleux parce que voilà, comme le disait Alexia, c'était entre guillemets, voilà, les débuts de la télé-réalité. Il y avait une innocence des candidats, il y avait une innocence même des téléspectateurs. Donc tout ça était voilà, au tout début de la télé-réalité. Donc c'était vrai, c'était chouette. On a appris beaucoup de choses. Ça nous a permis de travailler après. C'est du pain béni, moi, Starac. Moi, c'est à refaire, je le refais demain. Et on vous en parle encore, Jean-Pascal, quand on vous croise dans la rue? Vous êtes toujours associé à Star Academy? Bien sûr, les gens m'en parlent, les gens me parlent de ce que j'ai fait après, mais les gens me parlent souvent de la Star Academy et j'en suis très fier et j'en parle avec eux et j'espère que les gens m'en parleront toujours parce que c'est quelque chose dont je suis très fier et je remercie Alexia d'avoir validé mon casting parce que sans ça, je serais où moi? Mais en Qu'est-ce fait, que j'aurais la petite fait sans histoire ça est rigolote sur Jean-Pascal parce que d'une certaine façon, ça je peux l'assumer maintenant, on cherchait un mauvais élève. Or, non, il s'avère que ma famille est landaise et basque et que donc nous avons certaines incohérences et j'ai dit un mec qui travaille sur les plages dans ce coin-là, à mon avis, c'est un mauvais élève. Ouais. Et c'est comme ça que tu es arrivé, mais la seule chose c'est qu'on t'a eu un succès discographique incroyable parce que ça, il faut quand même le rappeler. Mais c'est ce que je me dis. Parce que je me dis, si en plus j'avais su chanter, j'aurais fait une carrière internationale. Et j'aurais pas pu jouer au golf. Donc... Parce que c'est vrai que Jean-Pascal, c'était un carton phénoménal avec ceci. Je suis un agitateur, un provocateur, un animal. My name is Jean-Pascal, un agitateur, un provocateur, une bête à poil. My name is Jean-Pascal. Bon, Jean-Pascal, vous pouvez nous remercier pour les droits d'auteur, parce qu'elle passe pas souvent à la radio, cette chanson. Elle en est où, votre carrière dans la musique? Ah non, mais j'ai trop vendu. Je laisse la place à Patrick Bruel, Fiori. C'est ça. Faut Oui, laisser la place aux vrais chanteurs. vous vous retirez de la scène musicale, très bien. Ça vous a rapporté beaucoup d'argent, justement, cette aventure, Jean-Pascal? Non, beaucoup d'argent, non, mais ça m'a rapporté un travail, ça m'a rapporté des contacts et ça m'a permis de travailler, c'est ça qu'il faut voir. Après, bien sûr, on a gagné un petit peu de sous, ce qui a permis de profiter, entre guillemets, du début de jeunesse. Après, ça fait pas vivre toute une vie, hein, c'est le travail qui fait avancer. Donc, ça m'a permis de faire des contacts et puis de savoir ce que je voulais faire et voilà, de me diriger vers la voie du travail. Donc, je dois beaucoup à Star Academy, beaucoup. Et Jean-Pascal, on est entre nous, Alexia Laroche-Joubert ne nous écoute pas. Est-ce qu'il s'est passé des choses inavouables dans le château? Jean-Pascal, maintenant on peut en parler, honnêtement, il y a prescription. Des choses que vous n'avez jamais racontées. J'ai aucun problème à en parler et Alexia me le validera parce que nous on n'avait pas ça le CSA la première année, donc il était très compliqué de faire quoi que ce soit. Et le seul angle mort que nous avions, c'était 24/24, sauf aux toilettes. Ah, alors qu'est-ce qui se passait dans les toilettes? Dans la salle de bain. Alors, il y a un angle mort dans la salle de bain, important. Oui. Alors l'angle mort dans la salle de bain, je pense que 2-3 bisous de plein de gens. Moi perso, j'allais faire des bisous, je me cachais pas. Avec Jenny, on s'en faisait un au château, on s'en moquait un peu, on se cachait pas. Mais je crois que Mario a fricoté un petit peu avec Jessica aux toilettes. Voilà. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais surtout, il y a une anecdote qu'on peut assumer, c'est l'histoire du téléphone. Non, mais on fait vieux vétéran, mais je la raconte parce que c'est Mario qui me l'a raconté. Alors peut-être que toi, t'étais pas dans la combine. Ah oui, il avait un portable. Mais non, mais l'histoire est dingue. Vous savez qu'ils avaient une minute de téléphone. On se rappelle la règle. Une minute de téléphone. Nous ont eu, même à la Starac. Voilà, où chacun s'entretuait pour avoir la minute de l'autre. Minute de téléphone. Et un jour, donc le programme est terminé. Je prends un verre avec Mario et Mario me dit. C'était vachement bien la minute. Juste, vous aviez oublié de débrancher le téléphone qu'il y avait dans le studio d'enregistrement. Et donc tous les gamins, ils allaient téléphoner. Il était en ligne en permanence. Génial. Et donc Mario me disait, j'appelais tout le temps la Belgique. et en fin de compte, ça m'a tellement fait rire qu'on soit aussi. C'est qu'on était quand même des bleus, même nous. Hein. On disait qu'il y avait de l'alcool, peut-être des pétards, tout ça. C'est une légende, Alexia? Non. Ça, c'est toi qui répondras. Moi, je peux pas. Jean-Pascal, oui, c'est vous qui étiez dans le château. Il y en a eu un peu au début. Mais vu qu'on était un peu bourrés tous les soirs, bon, au moment ils les ont levés parce que bon, si on peut pas en plus fricoter avec les gonzesses, il fallait bien se faire plaisir. Donc vu qu'on picolait un peu trop, on nous l'a supprimé. De la drogue, ça il y en avait pas, ça c'est certain.
Mais après, Alexia, j'étais pas au courant que Mario téléphonait au studio, là. Bah, je te jure, tu lui demanderas. Bah, moi non plus, je n'étais pas au courant, t'imagines bien. Là. Les télécrochets qui ont succédé à Starac, Alexia Laroche-Joubert, The Voice par exemple, il y a un héritage selon vous ou pas? Bah, oui, parce que déjà, il faut se rappeler que la personne qui a créé The Voice, c'est celui qui avait créé en l'occurrence Big Brother et Star Maker dont est issue la Starac. Donc évidemment, c'était un petit bijou. Moi, je suis une fan de The Voice. Après, ce que j'aime moi aussi, c'était la rencontre. Et Jean-Pascal a fait des magnifiques rencontres avec les artistes, ces moments de partage ensemble. Et voilà. Et c'est vrai que ça n'existe pas sur The Voice. Qui n'est pas chanté avec un artiste. Oh, je suis le seul sur 8 saisons qui n'ait jamais chanté avec un artiste. Mais c'est vrai. Ah bon, il était avec tout le monde. Il était interdit de rencontrer les artistes. Tout seul, jamais. Jamais. Oh là là, zut, c'est vrai. Allez, on se la refait. On réouvre le plateau et on les appelle tous. Mais en fait, ce qu'elle vous dit pas, c'est que personne ne voulait chanter avec vous, en fait, Jean-Pascal. C'était pas spécialement une volonté de la prod. Alexia. Oui, merci, sympa. C'est sympa. Déjà, tu me fais ton interview en plein golf et en plus, tu te fous ta gueule. Je vais peut-être aller finir mes 9 trous. On a beaucoup dit ces derniers temps que la télé-réalité était terminée, finie. Vous le pensez ces derniers aussi temps, mais c'est depuis la première année de la télé-réalité, on dit ça. Non, après, il y a tout un travail d'évolution. Ce que j'expliquais, nous, on produit en l'occurrence pour W9 qui diffuse ce documentaire, Les Ch'tis et les Marseillais, le Cross, et on travaille à d'autres projets. L'important, c'est le renouveau d'écriture. C'est vrai qu'il y a une forme de télé-réalité qui persiste un petit peu avec Secret, qui est, on va dire, entre guillemets, ce qu'on appelait une télé-réalité d'enfermement, qui était dans la lignée du Loft, et qui, là, est en train un peu d'évoluer dans certains territoires, mais est moins fréquente. Nous, on est parti sur d'autres types d'écriture qui sont plus des soap-opéras. Alors, ils ne sont pas comédiens, ils n'ont pas de texte, mais on les suit comme des héros. Et c'est vrai que quand on a c'est proposé... le principe des ch'tis, c'est ça? Voilà, exactement. Quand on a proposé à W9 de continuer avec, entre guillemets, des gens qui avaient participé à la première saison et de les suivre saison après saison, c'était à l'époque très révolutionnaire. Donc nous, on travaille toujours sur des écritures comme ça, on a rajouté beaucoup d'humour, on a arrêté les éliminations, etc. Donc ça évolue. De l'humour et du second degré. C'est une multitude de genres maintenant, la télé-réalité. Oui, effectivement, parce qu'il y a aussi de la télé-réalité dans les télécrochets, parce que The Voice c'est une forme de télé-réalité, il y a l'aventure, il y a les ch'tis également, les enjeux à télé-réalité. En ce moment-là, on est beaucoup dans les concours de tout et de n'importe quoi. Vous avez vous-même produit un concours de coiffeur. Il va y avoir les fleuristes sur TF1. Ouais. On va encore en avoir, ces concours? Oui, il y a de tout. Il y a même des concours de peintres. Oui. En Angleterre, il y a des concours de bricolage. De pêche. De pêche. Ah ouais, de pêche. Ah, ça va être passionnant. Gros créneau, la pêche. Oui, parce que c'est aussi des histoires de passion, que je pense que les gens ont envie de partager leur passion, que quand vous êtes passionné, vous êtes des bons, d'une certaine façon, entre guillemets, des bons candidats, c'est ça que vous l'exprimez fortement. Des bons clients, oui. Vous en parlez bien. Après, voilà, je pense qu'il y a certaines thématiques qui sont un peu trop ciblées pour des chaînes généralistes. Nous, c'est vrai qu'on lance un programme de coiffure qui est un peu plus large en termes de cible. Bon, si vous lancez un programme de golf, pensez à Jean-Pascal. Jean-Pascal Lacoste, merci. Merci à vous, merci de m'avoir reçu, ça m'a fait plaisir de t'entendre avec ça. Ouais, tu viens manger le gâteau basque comme d'habitude à la maison quand tu veux. Hein. Avec grand plaisir. Très bien, échangez vos portables, ce sera plus simple.